Salut les amis, on sait tous qu'entreprendre est un parcours semé d'embûches et qui n'est pas toujours facile. L'objectif de chaque épisode est répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de l'agence Cvisu et de la marque Tailleur, et je te souhaite la bienvenue dans Conseil d'amis, le podcast qui apporte un maximum de valeur pour les entrepreneurs. Bonne écoute! Salut les amigos, bienvenue dans Conseil d'amis. Aujourd'hui, on est en compagnie de Victor Vives, fondateur de Kitchi, qui va nous donner ses techniques pour créer un process d'acquisition parfait. Bonjour Victor, déjà comment tu vas? Hello, en pleine forme depuis Tenerife. Je vous envoie mes meilleures ondes et mes meilleures vibes. Incroyable. Est-ce que tu peux te présenter du coup, pour ceux qui nous écoutent, en quelques phrases? Oui, alors du coup, j'ai commencé en tant que coach anti-acné sur Internet il y a 4 ans et j'ai découvert le growth marketing au détour de 2-3 boutons percés. Et franchement, j'ai pris une énorme claque dans la tête. Je faisais un peu de lead gen, notamment pour les thérapeutes et les professionnels du bien-être alternatif. Et progressivement, je me suis spécialisé en B2B. Et c'est là où j'ai pu finalement accompagner des agences ou des cabinets de conseil avant de me spécialiser uniquement sur finalement la lead generation pour des SaaS en B2B. Trop cool, super intéressant. Donc, lead gen, ça tu kiffes, c'est ce que tu aimes faire au quotidien. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, quand rentrons directement dans le vif du sujet, quelles sont les Mhm. étapes pour toi pour générer des leads? Alors, c'est vrai que j'ai été très souvent associé à de la lead gen, puisque c'est comme ça que j'ai commencé. Et aujourd'hui, le mot est un peu dévoyé, puisqu'on s'imagine tout de suite des paquets et des paquets de leads, voire même des tonnes de fiches Excel avec plein de lignes. Moi, je pense que tout démarre avec déjà un bon ciblage, quelque chose qu'on ne travaille jamais assez. Et donc, tout part en fait déjà d'une bonne qualification. Donc, c'est là où moi je distinguerais, c'est si on a déjà des clients ou si on n'en a pas. Et on suivrait alors des démarches un peu différentes. Si on a déjà des clients, c'est de passer un peu plus de temps avec eux et d'arriver à trouver vraiment des points communs. Il existe aujourd'hui plusieurs outils synthétiques qui permettent de retracer ça. On parle beaucoup des cartes d'empathie. Donc, c'est un schéma qu'on pourra se partager, qui est un canevas et sur lequel on vient mapper un petit peu les traits psychologiques et les traits de comportement de son client idéal. Et quand on n'en a pas, eh bien à ce moment-là, le mieux c'est peut-être d'aller aussi voir dans son réseau directement si quelqu'un peut nous introduire auprès d'un client supposé ou d'un prospect supposé, d'aller un petit peu se mêler en fait à ces communautés-là pour s'assurer que on est vraiment en présence d'un prospect qui serait intéressé par ses produits et ses services. Et c'est là où il ne faut pas du tout hésiter à proposer un café, que l'on soit justement avec un produit ou un service ou que l'on ait déjà en fait une marque qui est bien installée, proposer vraiment un café d'échange, oublier complètement sa prospection et rentrer en discussion interpersonnelle. Donc on part déjà de ce premier point, je sais exactement qui je cible. Ok. Moi, ce qui me viendrait ensuite, c'est de savoir si cette personne est présente sur Internet. Si oui, ça rentre plus ou moins dans nos compétences de lead gen. Sinon, ça devient un peu plus compliqué et c'est quelque chose que je n'évoquerai pas forcément ici. À ce moment-là, c'est plus des démarches de prospection physique. Imaginons que la personne soit présente sur Internet, c'est à ce moment-là de considérer Internet comme un immense océan et dans cet océan se trouvent plusieurs mers, plus ou moins grandes, plus ou moins garnies de nos prospects qualifiés. Et eh bien, il va falloir commencer par prioriser. Plutôt que d'attaquer les différents sous-espaces, commençons par voir déjà où les prospects se trouvent le plus. Je donne un exemple. Par exemple, quand on me demande de trouver des coordonnées de restaurateurs, il se trouve qu'ils sont bien plus présents sur Google Maps que sur LinkedIn, qui sont bien plus présents sur Instagram que sur je sais pas, sur n'importe quel autre annuaire de restauration. Donc là, ça me permet moi, de mon côté, de me dire, ben voilà, si je dois adresser cette population-là, il faut que je trouve le moyen de récupérer de l'information sur les réseaux où ils sont déjà, des réseaux où ils renseignent de l'information. On a également, aux côtés de Google Maps et des réseaux sociaux, on a LinkedIn aussi, qui est un formidable moteur de recherche de prospects, mais on a encore les communautés Slack, les annuaires également, et j'en oublie certainement. Donc déjà, de se mettre dans l'idée de chercher un bassin d'audience
où se trouve de la donnée qui nous permettrait eh bien, de se rapprocher un peu plus de son interlocuteur. Ok, donc tu définis bien ta cible, tu essaies de trouver effectivement où est-ce que je peux justement trouver ces informations, quel est le bon canal pour Mhm. avoir tout ça. Et après, une fois que tu as identifié tout ça, où est-ce que tu vas? Écoute, à ce moment-là, j'aurais plutôt tendance déjà à chercher tous les outils qui me permettraient d'extraire la donnée, présente sur les bassins d'audience. Là, j'aurais plaisir, par exemple, à citer Phantom Buster ou Captain Data qui proposent des solutions assez simples pour extraire de la donnée. Phantom Buster est sans doute l'outil tout en un le plus adapté pour ça. Et j'irai aussi me renseigner sur des communautés de forums, de Slack, pour pouvoir comprendre au juste quelles sont les informations que je peux en retirer, comment est-ce que je peux les utiliser à moyen terme. Euh, donc essayer d'anticiper la fin de mon processus d'extraction et de nettoyage, qu'est-ce qui peut vraiment m'attendre au bout de ce process. Voilà, je m'équipe avant de commencer ma descente en eau trouble. Si on prend l'exemple de Sales Navigator, qui est une des recherches aujourd'hui les plus utilisées pour sourcer des prospects, pour miner quelque part de la data, eh bien, à ce moment-là, LinkedIn te propose plusieurs automatisations et c'est pour ça que tu retrouveras des outils comme EvaBoot ou comme Phantom Buster pour pouvoir eh bien, exporter les résultats de ta recherche Sales Navigator. Donc, une fois que je suis sur Sales Navigator, pour ne citer que celui-ci ou tout autre sources qui me permettent de chercher de l'information avec des mots-clés ou avec peut-être des renseignements comme une localité, eh bien, je commence à renseigner tous les détails que je peux retrouver de mon client idéal sur ce moteur. Donc, par exemple, sur Sales Navigator, je vais commencer à taper les titres de poste pour lesquels je sais que j'ai en face de moi mon interlocuteur idéal. Je vais aussi à ce moment-là rentrer les tailles d'entreprise. Je vais me limiter à quelques filtres dont je sais que LinkedIn est fiable, pour lesquels je sais que LinkedIn est fiable, pour lesquels je sais que le niveau de complétion par les utilisateurs est aussi vérifiable et fiable. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que sur ce bassin d'audience, la donnée qui est récoltée est très dépendante de la donnée qui est renseignée par nos prospects. Donc, autant choisir des sources les plus fiables possibles et accepter aussi que ça ne soit pas une information qui soit statistiquement à 100% juste et vérifiable. Et là, de manière assez contre-intuitive, je mets, notamment sur Sales Navigator, en exclusion tout ce que je sais que je sais. Donc là, si j'ai une marque et que je cherche, non plus des restaurateurs, ça c'était Google Maps, mais par exemple des Head of Sales pour des SaaS de 5 à 10 entreprises, eh bien par exemple, je vais mettre en exclusion les Head of Sales, garder la thématique SaaS avec un mot-clé, par exemple, et une taille d'entreprise, mais en mettant en exclusion les Head of Sales, je vois tous les autres types de postes qui peuvent exister dans cette entreprise. Je viens à ce moment-là à cibler un peu plus resserrer les fonctions, donc plutôt des fonctions commerciales, des fonctions de vente, et avoir les intitulés de poste qui peuvent exister. Et c'est là où je vais prendre conscience en fait que la cible que j'adressais est en fait une cible parmi d'autres, qu'il y en a peut-être certaines qui résonneront plus que la première avec moi, et surtout je vais découvrir ce que je ne savais pas que je ne savais pas. Il y a ce que je savais, les titres de poste que j'avais identifiés au début. Il y avait aussi ce que je savais que je ne savais pas, par exemple les déclinaisons entre le français et l'anglais ou les féminisations de titres. Et il y a aussi ce que je ne savais pas que je ne savais pas, des titres nouveaux ou des fonctions que je ne connaissais pas et que je découvre pour la première fois. Donc j'essaye d'être le plus exhaustif possible par rapport justement à ma recherche et j'en viens après à réinclure un petit peu toutes ces personnes pour pouvoir me retrouver vraiment avec peut-être 100, 200, 300 prospects au maximum. Voilà comment est-ce que déjà je fais ma sélection sur les toutes petites audiences. Ok, donc tu sélectionnes encore et là tu te focuses vraiment sur les prospects du coup au-delà des entreprises et du coup tu fais vraiment des petites recherches. C'est le but d'avoir de l'ultra qualifié, en tout cas des petites quantités pour le maîtriser. C'est bien ça? Exactement. Mais pour la première étape, en fait, je me dis que ça doit être une audience que je sois en mesure de rencontrer ou de discuter avec elle en visio. Donc si je ne me vois pas en fait adresser plus de 300 personnes parce que mon emploi du temps ne me le permet pas ou parce que finalement j'ai des contraintes aussi matérielles, je vis, je dors, je mange, donc je peux pas faire que ça. Eh bien, ça ne sert à rien de partir tout de suite sur 1000 prospects, 2000 prospects. Je ne sais finalement même pas si c'est parmi ces prospects-là que se trouvent mes acheteurs de demain ou des acheteurs qui ressemblent à mes acheteurs actuels.
considérer les 2 options qu'on avait au début. Donc, autant commencer avec un tout petit volume, passer moins de temps derrière sur le nettoyage de la donnée et passer plus de temps à tester finalement différentes approches et à avoir une plus grande profondeur dans la prospection en soi. Donc là, à ce moment-là, ce petit bassin d'audience, moi, ce que j'aime bien, c'est de trouver toutes les coordonnées que je peux à leur sujet. Donc, je viens, une fois que j'ai fait l'extraction avec Phantom Buster, avec EvaBoot, les enrichir sur Drop Contact. Je peux double vérifier les emails, notamment avec Inter.io. Et après, pour les téléphones, j'aime beaucoup Casper et Lusha, qui me permettent aussi de remonter jusqu'à parfois 50, 60, 70% de numéros de téléphone, ce qui est trop énorme. Et je me complète les profils LinkedIn, les pages entreprises LinkedIn et également les sites web. De là, en fait, je choisis un petit peu en fonction du volume de prospects que je peux avoir, les canaux que je vais utiliser. Mais lorsque j'ai quelques doutes ou que j'ai besoin de confirmer une hypothèse ou une intuition, je préfère les canaux les plus directs qui me permettront de raccourcir le delta de temps avant que je me rende compte que je fais une erreur de ciblage. Donc à ce moment-là, je ne vais pas forcément plus loin dans les scénarios de prospection outbound avec des campagnes de cold emailing, des campagnes de cold LinkedIn, des visites de site web, des visites de profil, etc. Je fais rien de tout ça. Je prends mon téléphone, idéalement un téléphone en VoIP directement sur mon ordinateur pour que les appels soient enregistrés et je prends les premiers numéros qui m'inspirent le plus en ayant le profil LinkedIn à côté. Donc j'appelle directement les personnes et j'ai un petit pitch commercial où j'essaye non pas de me vendre, mais de vendre la raison de cet appel, la raison qui me motive en fait à en savoir plus à leur sujet. Et je vois si déjà le problème résonne chez mon interlocuteur, s'il est aimable, s'il est disposé en fait à échanger, et si quelque part il est d'accord pour voir assez d'intérêt dans ma proposition de valeur, que ce soit mon bien, mon service ou simplement échanger un café avec moi pour sauter le pas de l'action. Donc tout de suite, téléphone, enregistrement, au besoin réécoute pour emmagasiner un maximum d'enseignements et verser un peu plus dans la sales intelligence que dans la lead gen que tu me présentais au début. Et ouais, c'est super intéressant. En fait, tu vas un peu à l'inverse de ce qu'on pourrait penser. Dans la lead gen, on va penser grosse quantité, et puis directement délivrer par mail, LinkedIn, téléphone et attaquer sur tous les canaux. Toi, ce que je trouve super intéressant, que tu vas vraiment avoir ta base de données, l'enrichir au maximum pour qu'elle soit ultra clean. Et après, seulement téléphone et hop, ça pitch. Je trouve ça super intéressant de voir ça comme ça. Est-ce que tu as en tête des conversions, des stats que tu as justement sur ces appels téléphoniques? C'est très difficile à dire parce que ça dépend vraiment des secteurs d'activité, notamment le rapport au téléphone. Mais moi, j'ai observé qu'il y avait effectivement des tranches horaires. Par exemple, le matin, très tôt, au début du travail, entre 8h et 10h, ça répond bien. Également, à la fin de la demi-journée ou juste avant de partir manger, là aussi, ça répond bien. Et fin de journée aussi, aux alentours de 17h, voire 18h. Ça, c'est plutôt pour les employés de bureau. L'avantage du 06, c'est qu'on peut les joindre sans passer par le standard ou sans qu'ils soient sur site d'entreprise. Après, par exemple, l'exemple des restaurateurs que je citais, c'est tout à fait l'opposé. C'est au contraire pendant les périodes de déjeuner et de pause pour les actifs qu'eux sont en pleine effervescence et où il est impossible de les joindre. Donc, j'ai pas beaucoup de stats de conversion. Ce que je peux te donner, c'est que en moyenne, mes appels sur 100 appels, un appel dure 1 minute lorsqu'il est décroché minimum. Donc, il y a des choses à dire en 1 minute qu'à peu près en fait le taux de décroché c'est du 1 pour 5 ou du 1 pour 3 selon les bons créneaux. Donc, c'est quand même un canal où je suis certain d'avoir directement la personne sans passer par les filtrages et spam, sans passer par des problèmes de délivrabilité, des contraintes techniques, etc. J'ai vraiment la personne en ligne directe. Et ce que je trouve magnifique, c'est de pouvoir en fait progressivement pouvoir emmagasiner du verbatim qui me servira tout au long de ma prospection, soit pour finalement expliquer par exemple à mon entourage, ça soit des collaborateurs, ça soit mon cercle en fait de founders, que finalement on fait une erreur ou qu'on est sur la bonne piste. Ça peut être aussi en accompagnement client de dire que finalement ce qu'il avait comme intuition et se vérifie ou est complètement infirmé. Et même une fois que je vais plus loin dans ma prospection, c'était la raison pour laquelle je faisais tout l'enrichissement quand même avant de faire la prospection téléphonique, c'est que je viens de doubler la prospection téléphonique. Il y a un des canaux plus traditionnels d'outbound qui sont indirects, donc l'emailing et
de LinkedIn. Et là, plutôt que de m'inventer un copywriting ou de m'inventer une vie, et on sait tous que sur les applications de rencontres, ça marche moins bien, eh bien, je vais citer les verbatims de mes prospects comme étant finalement le contexte de mes échanges. Et moi, généralement, ma phrase un peu d'icebreaker, c'est généralement, quand je discute avec des personnes qui ont le même titre professionnel que vous, donc je cite le titre professionnel, ils ont l'honnêteté de me dire que problème 1 engendre conséquence 1, problème 2, conséquence 2, problème 3, conséquence 3. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux. Donc je suis un peu dans le milieu et c'est l'avis de pair que je te remonte. Est-ce que tu te reconnais dans ce problème ? Si oui, ça tombe bien, j'ai une solution, un service, prenons juste un café pour en discuter. Je ne m'étale pas beaucoup plus sur ce que je peux proposer. Sinon, eh bien, écoute, ça tombe mal parce que moi, je résolvais exactement ces 3 problèmes. Donc, je peux strictement rien pour toi. Je peux juste remonter qu'il y a un problème qui n'est pas résolu sur Terre et que on espère qu'un entrepreneur se chargera de le résoudre à ma place. Donc, cibler problèmes et idéalement pas les problèmes que j'imagine, mais les problèmes que j'ai entendus au téléphone. Et rapidement, en fait, c'est un peu comme quand on s'invite à une soirée. Eh bien, on prend vite les codes, soit oraux, soit de comportement, soit d'histoire, qu'on entend au téléphone, et les prospects sont parfois très bavards au téléphone. Comme tout est enregistré, on peut s'imaginer et les réécouter encore et encore, et on en vient à les mimer, à tel point que quand on vient faire son 50e appel de prospection, on est déjà dans le game, on est déjà dans le milieu, et on fait comprendre tout de suite qu'on a connaissance très finement en fait du quotidien de sa réalité et de ses problématiques au jour le jour. Ce qui fait toute la différence par rapport à un copywriting un peu hésitant, qui met beaucoup de temps à recevoir des réponses et où le silence finit par tuer la campagne parce que ce silence ne traduit ni un côté positif, est-ce que la campagne est pertinente, ni un côté négatif, est-ce que cette campagne est au contraire mal rédigée. Elle traduit juste quelque chose sur lequel on n'arrive pas à se prononcer et les avis peuvent diverger. On invente plein de raisons possibles, mais au final, on ne sait absolument pas d'où vient le problème. D'où l'intérêt de la sales intelligence et d'être un peu coquin sur les enregistrements téléphoniques. Super intéressant. Incroyable, Victor, pour tous ces conseils. Est-ce que là, on arrive à la fin du podcast? Est-ce que tu as un dernier petit conseil pour ceux qui nous écoutent? Oui, eh bien, par exemple, de me coller. Voici mon numéro 06 17 72 54 25. C'est vraiment mon numéro, donc j'espère qu'il va pas trop circuler. En plus, c'est mon numéro pro. Donc, collez-moi. La dernière fois que quelqu'un m'a collé, ça s'est super bien passé. J'étais très content. En fait, je lui ai donné 1 minute de mon temps. C'est le temps moyen que m'accordent mes prospects. Donc, j'ai dit 1 minute pour lui. Et finalement, l'offre de service qu'il me proposait m'a permis d'imaginer de nouveaux enrichissements, notamment sur le scoring financier et le scoring juridique des entreprises. Donc, ça s'est super bien passé. Et moi, j'ai plaisir à ce qu'on me prospecte de la bonne manière, évidemment. Et je trouve ça super intéressant de voir un peu les meilleures pratiques. Donc, venez m'impressionner. Et je vous récupérerai quelques éléments aussi pour mes propres scénarios. Génial, parfait. Allez-y, n'hésitez pas, appelez sans modération. Partagez-le surtout à vos amis US. Clairement. Je te dis du coup une très bonne journée et à très vite. Merci encore. Salut. Ciao. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a apporté de la valeur. En tout cas, j'espère. Tu pourras retrouver tous les liens utiles en description. Et si tu as un pote, une pote ou un proche, par exemple, qui pourrait être intéressé par cet épisode, je t'en prie, partage-le. Tu peux également mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et t'inscrire à notre newsletter Conseil d'amis qui te filera plein de tips tous les mois. On peut se retrouver sur LinkedIn ou par mail à alexis@conseil-ami.com. Bon, je te dis à très vite. Ciao, ciao.